Je m'appelle Éric Huard, policier. J'anime À badge ouvert, le podcast qui vous permet d'infiltrer l'univers policier en ayant accès à de véritables acteurs du milieu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons 2 sergents détectives, Jonathan Germain et Evan Spicer Soucy. Ils nous expliquent comment on devient enquêteur et démystifient des réalités avec District 31. Bonne écoute. Bonsoir messieurs, ça va bien? Très bien. Je vais vous présenter comme il faut. On veut, en toute transparence, donner la parole à tous les gens qui travaillent dans le milieu, les différentes facettes, les différentes fonctions. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des facettes avec moi, des membres de l'équipe qui sont probablement un des métiers qui attirent le plus les gens encore aujourd'hui. J'ai 2 enquêteurs qui ont l'expérience avec moi. J'ai Jonathan Germain, qui est depuis 18 ans policier, qui a fait 3 ans à la patrouille et qui s'est joint à l'équipe de prévention, qui agit comme porte-parole pour son organisation et qui est maintenant enquêteur, qui a même occupé le rôle de lieutenant détective à un certain moment qui va tout ça. Et avec moi, j'ai aussi Evan Spicer Soucy, qui depuis 14 ans est policier, était 7 ans comme patrouilleur, 6 ans comme sergent à la gendarmerie, qui vient tout juste, octobre dernier, octobre 2020, rejoindre l'équipe des enquêtes. Exact. C'est ça? Je me suis pas trompé? J'ai fait 1 an comme lieutenant aussi en nice. tout ça, là, mais sinon ça ressemble à ça. Depuis octobre dernier, j'occupe la fonction de sergent détective. Bienvenue au podcast, messieurs, ça va bien? Ça va très bien. Je vais commencer simplement à parler de ça parce que, vous le savez, avec District 31 et toutes ces émissions-là, vous devez vous le faire dire, c'est-tu comme dans District 31? Tu sais, le rôle d'enquêteur, il y a la cote. Moi, je me souviens, quand j'étudiais en technique policière, il y avait un paquet de monde qui me disait « Ah, moi, je serais peut-être pas policier, mais enquêteur, ça m'intéresserait. » À la base, c'est ça que vous vouliez faire vraiment dans la police? Écoute, moi, j'ai commencé vraiment au niveau de la patrouille. J'ai fait quand même 7 ans de la patrouille, puis après ça, comme sergent, lieutenant. Là, mais pour les enquêtes, oui, ça m'a toujours intéressé. Mais initialement, ce qui m'attirait de la fonction de policier, c'était vraiment la réponse aux appels, le 911, l'imprévu. Le fait de ne pas avoir de routine, là, c'est vraiment ce qui, quand j'ai décidé de rentrer dans la police, là, c'est vraiment ça qui m'attirait. Quand j'ai fait mon choix au secondaire, on s'entend, on est jeune, on aime l'action. J'étais quelqu'un qui aimait le sport. Je jouais au football, je jouais au basketball, puis je faisais du ski l'hiver, tous les sports d'hiver qui existent. Là. Puis c'était vraiment le fait de ne pas avoir de routine, puis d'être sur le qui-vive. Par la suite, on se développe un peu comme humain, on change un peu, puis la fonction d'enquêteur, on commence à la comprendre un peu plus, puis ça, c'est venu assez rapidement m'intéresser. Mais je suis rentré dans le volet gestion aussi en étant sergent quand même relativement jeune dans ma carrière. Puis à ce moment-là, j'ai pris cette tangente-là. J'ai fait des études en gestion aussi. Donc, c'est vraiment la tangente que j'ai prise. Puis l'automne dernier, il y a eu une opportunité pour les enquêtes. Puis ça m'avait toujours intéressé. C'était toujours en arrière-plan. Puis j'ai décidé d'aller voir si ça me convenait. Je suis une personne qui est analytique, qui est assez, qui aime ça, prendre mon temps de vraiment faire un plan, penser à mes affaires comme il faut, puis je pense que le niveau enquête rejoint un peu ma personnalité. Ce volet-là, donc j'avais le goût d'aller l'essayer, puis je me suis lancé là-dedans, puis jusqu'à présent, je suis là. Première année dans la fonction, fait que c'est intéressant. J'ai plein de questions pour toi. Jonathan, même chose, ça ressemble à ça? Moi, je peux pas dire que c'était un rêve d'être enquêteur. En fait, je le savais pas, qu'est-ce que je voulais faire dans la fonction policière. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que c'était un rêve de petit gars. Moi, j'avais 5 ans. Mon voisin était policier à Saint-Eustache. Il était affecté à la circulation. Il avait toujours son auto de police fantôme. Il venait chez nous le soir après le souper pour nous saluer. Puis je le voyais avec sa veste de cuir, les bons vieux manteaux de police de cuir dans le temps, avec sa badge de la police de Saint-Eustache. Puis je le voyais aller, puis il m'avait donné un képi. Puis une cravate. Puis la fin de semaine, j'allais avec mes 2 voisins, puis on s'en allait sur le coin de rue, à côté de chez nous, où il y avait un stop, puis on faisait la circulation. Sérieux? C'est donc bien cool. C'était parfait. Wow. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Puis, tu sais, je veux dire, c'était pas hier. Je suis pas vieux, là, mais. Ça fait un petit bout. Mais, tu sais, quand même, pour moi, c'est comme si c'était hier. Puis, de le voir, lui, il personnifiait
le côté héroïque, le côté, tu sais, pour moi, c'était ça. Puis je savais dès que j'avais 5 ans que c'était ce métier-là que je voulais faire. Puis j'ai vieilli avec ça. Puis je me rappelle encore de ces souvenirs-là, de la circulation, de lui qui vient, le manteau, l'uniforme, le travail qu'il faisait, les anecdotes qu'il pouvait nous raconter dans le cadre de son travail. Fait que moi, j'ai vieilli puis j'ai grandi avec ça. Tu sais, il n'y a pas de policier dans ma famille, mais lui, c'était un voisin très proche puis c'était comme un membre de la famille. Il te l'a transmis, ça. Fait que je suis devenu policier patrouilleur. Policier patrouilleur. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mes études, puis j'ai jamais eu en tête de dire je veux m'en aller à la prévention, je veux m'en aller à la circulation. Non, je vais être dans la police, c'est ça que je veux. Puis je me suis dit, je verrai au fil du temps où est-ce que je vais m'en aller. Puis, bon, j'ai fait mon cégep, j'ai fait l'École nationale, je suis arrivé dans la police à Sainte-Thérèse en 2002, j'ai été engagé comme patrouilleur et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé la réponse aux appels. Et lorsqu'on a fusionné, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte après mes 3 ans de gendarmerie. L'idéal aurait été que j'en fasse un petit peu plus longtemps. Je pense que dans un monde idéal, c'est peut-être de diviser une carrière un tiers, de faire un 10 ans, parce qu'on a quand même un privilège de pouvoir prendre notre retraite assez jeune, mais de pouvoir diviser en 3, je pense que ça aurait été l'idéal. Mais il y a eu des opportunités qui se sont ouvertes en 2005 et j'ai été à la section prévention. Puis je me suis retrouvé aux enquêtes, je te dirais, pas mal par hasard, parce que pour moi, la prévention, c'était une passion. J'ai adoré les années que j'ai faites là, en prévention et en communication. Puis j'ai pris un remplacement comme enquêteur jeunesse. Et après ça, j'ai pris un autre remplacement aux enquêtes. Et j'ai eu la piqûre. J'ai adoré ça. Puis j'ai pas quitté. Fait que finalement, j'ai en fait quitté la section prévention pour être aux enquêtes. Mais est-ce que quand j'étais petit, je m'étais dit, ou ado, ou même au cégep, est-ce que je veux être un enquêteur? La réponse, c'est non. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens, ils pensent que, tu sais, faut à la base devenir policier, patrouilleur. Faut l'expérimenter, faut le vivre un certain temps. Puis à un moment donné, comme vous avez expliqué, vous avez utilisé le terme opportunité. À un moment donné, genre, il y a quelqu'un qui prend sa retraite, son poste se libère, puis là, on prend la décision d'appliquer ce poste-là. On passe des tests, on passe un processus, puis là, à la lumière de ça, on peut l'avoir. Mais vous pouvez bien l'expliquer. Est-ce que c'est important de faire un travail de patrouilleur? Puis pourquoi c'est important d'être patrouilleur avant de devenir enquêteur? Bien, c'est la base. La base de la police, c'est la patrouille. Moi, je vois pas comment tu peux faire une carrière policière sans commencer par la base, qui est de répondre à un appel, d'arriver chez les gens, de cogner à une porte, puis de rencontrer des gens dans divers scénarios, que ce soit des personnes en crise ou que ce soit une personne qui te rapporte son vol de bicyclette. C'est le premier contact que tu as avec le citoyen. Puis c'est la base. Tu apprends sur les gens, tu apprends sur les communautés, tu apprends sur... Monter un dossier. Monter un dossier, mais même avant ça, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Moi, je viens d'une famille moyenne, d'une classe moyenne, dans lequel on n'a jamais appelé la police, sauf parce qu'on s'est fait voler un radio d'auto une fois en 92. Fait que moi, j'avais jamais eu de contact avec une certaine forme de misère, avec une forme, différents types de problématiques que les gens peuvent vivre dans leur quotidien. Parce que la job de police, que tu te rends compte aussi en étant patrouilleur, c'est que c'est pas uniquement de répondre à un appel parce qu'il y a un crime qui a été commis, c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup d'interventions de nature sociale. Puis tu vois des choses, puis moi, dans mes appels de patrouilleur, dans mes premiers appels de patrouilleur, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. On te prépare à ça à l'école de police avec des comédiens. On te prépare à ça pendant 3 ans au cégep. Mais tant que tu ne l'as pas vécu et tant que tu ne l'as pas vu, ben tu ne développes pas une certaine forme d'expérience. Puis toi, Evan, comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je suis rentré vraiment tôt. Je pense que Jonathan aussi, c'est un peu ça. Tu es rentré quand même assez jeune dans la police, là, 20 ans pour être plus précis. Je viens de région. Bon, région. Plus loin de Montréal, puis dans le temps, c'était plus région que ça l'est maintenant. Oh. Là, mais bon. Donc, j'ai eu un parcours scolaire très typique et ça une vie assez typique aussi. Donc, j'ai pas été confronté à de la misère non plus, comme Jonathan disait. Puis, ça a été un choc. Malgré toutes les formations qu'on peut avoir, tant qu'on ne l'a pas vécu, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Je savais que ça m'intéressait. L'École nationale m'avait quand même donné une idée de ça, mais de comprendre la réalité des gens puis d'être confronté à cette misère-là, ça a été un choc. Puis en rentrant là à 20 ans, avec très peu d'expérience de vie,
On se pose beaucoup de questions, puis ça roule. Puis il y a pas... Oui, il y a le volet légal de l'intervention, puis connaître les pouvoirs et devoirs et tout, puis savoir qu'est-ce que tu dois faire dans le contexte, dans le cadre policier. Mais tout l'aspect social, où tu es formé, mais tu y vas un peu avec ton... Ce que tu penses le mieux, ta débrouillardise. Quand tu n'as jamais eu d'accident de voiture, puis tu n'as jamais... on arrive à un endroit où il y a eu une violence envers des enfants ou des chicanes de famille, puis on est appelé à 20 ans à essayer de gérer un conflit familial, puis à dire à un père comment élever son enfant quand toi, tu as 20 ans, pas de poils dans le visage, puis... Tu vas ouais, c'est ça. Ça a frappé la réalité un peu. Là. J'ai dit, OK, j'ai de l'expérience de vie à aller chercher, puis un peu le syndrome de l'imposteur au départ. Dire, qu'est-ce que je fais ici à dire à cette personne-là quoi faire quand j'ai aucune idée un peu... Oui, je connais, la formation est adéquate. Par contre, de le mettre en application, ben il y a une adaptation. On s'adapte assez vite. Ça, je pense que le bagage rentre assez vite. Puis pour répondre un peu à ta question... Moi, je vais parler de façon plus personnelle. Vas-y. Pour l'expérience que ça m'a permis d'aller chercher. C'est une bonne compréhension de comment fonctionnent les départements, comment fonctionne la gendarmerie, comment fonctionne la réponse aux urgences. Puis c'est quoi cette réalité-là? Parce que souvent, je ne vais pas dire qu'il y a une guerre entre les divisions, là, mais des fois... On se côtoie moins. On se côtoie moins. Notre réalité fait qu'on ne se côtoie pas tant que ça. Puis qu'on ne comprend pas nécessairement la réalité des un autres. ou l'autre. Ah, ça, c'est vrai. Puis des fois, on va recevoir, comme je le vis comme enquêteur, je vais recevoir un dossier, lire une déclaration, puis dire il manque ci, il manque ça, mais c'est des réflexes qu'on développe comme enquêteur, qui ne sont pas nécessairement les mêmes sur la route. Puis nous, on est assis derrière notre bureau à lire la déclaration. Puis sinon, on convoque la personne dans un milieu, tu sais, généralement, qui va être contrôlé ou, tu sais... Il y a moins d'urgence, c'est pas nécessairement... Versus arriver comme patrouilleur dans un logement, prendre une déclaration sur le vif, puis comprendre que la personne est peut-être un peu en crise ou est peut-être encore sous le choc, puis d'aller chercher les détails importants à l'enquête, bien, ça se peut qu'à travers tout ça, il manque des détails. Ben oui. Parce que c'est ça, tu sais, on le voit que le processus d'une enquête traditionnelle, c'est le volet qu'à quelque part, les patrouilleurs se rendent. Il y a un appel, Exact. Ils vont prendre une plainte, ils vont prendre un rapport, parce qu'il y a eu une plainte, il va avoir nécessairement souvent une enquête, puis il va démarrer sa prise d'éléments, il va aller chercher l'histoire, la narration, qu'est-ce qui est arrivé, puis après ça, il va remettre ça aux enquêteurs qui, eux, vont monter le dossier vraiment jusqu'au bout pour amener à des accusations. Si on le résume... Comme ça ressemblerait à ça. Tu sais, aller chercher d'autres informations aussi. Puis c'est un peu ça. Fait que d'avoir passé quand même 7 ans comme patrouilleur, puis d'avoir supervisé une autre équipe pendant un autre 7 ans de sergent-lieutenant, mais ça m'a permis de vraiment bien comprendre la réalité de la route. Puis de comprendre aussi, en arrivant aux enquêtes, OK, pourquoi je suis confronté à tel irritant. Fait que ça a diminué certains irritants, je pense. Pour mon expérience personnelle, ça a permis de voir ça différemment. De bien comprendre, puis d'être à l'aise aussi avec les gens de la route pour leur donner des retours, puis demander, regarde, il y a des choses, on n'y pense pas tout le temps, mais si vous êtes capable, essayez d'avoir le réflexe d'aller chercher tel ou tel détail, parce que ça va sauver du temps dans l'enquête, puis ça va permettre de partir droit. Mais... Parce que c'est intéressant, tu sais, juste donner l'exemple, moi je me souviens quand je suis rentré dans la police, quand on disait l'expression gendarmerie, j'étais comme de quoi, vous parlez, l'armée est pas loin, genre. Tu sais, ils vont venir nous aider, tu sais, pour bien du monde, c'est comme de quoi, la gendarmerie. Quand on fait référence à la gendarmerie ou la route, on fait référence à l'équipe des patrouilleurs qui couvrent les appels 911. Puis c'est vrai que, comme tu dis, moi quand j'ai commencé, ça m'impressionnait quand les enquêteurs venaient, là. Tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait quasiment une toune qui partait en background, là, tu sais. Puis là, tu sais, là, le gars qui arrivait avec sa cigarette comme dans les films, puis tu sais, c'est vrai qu'on se côtoyait pas autant, ça m'intimidait, puis je le savais à un moment donné, quand tu comprends que ces gars-là, ils relisent tes dossiers, ils se font une tête sur ta rédaction, sur ta prise de rapport, sur la qualité de ton travail, ben tu l'as bien amené en devenant enquêteur, on devient encore meilleur. Je pense que moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis sûr que vous dites la même affaire, si j'allais reprendre des dossiers, je serais encore plus à l'aise, j'irais chercher plus de choses, là, tu sais, je sais pas comment vous voyez ça, mais moi... Je pense que c'est le pas de recul. On peut dire, tu sais, ça me rend-tu meilleur d'être allé aux enquêtes? Ça me donne une vision plus globale d'une enquête policière, de jusqu'où aboutit le dossier. Mais c'est quand même... Je pense qu'au niveau de la route, c'est vraiment de comprendre la réalité, puis de vraiment, tu sais, savoir... C'est la base. Comme il disait, Jonathan, tantôt, tu sais, la réponse aux appels, le début de l'enquête, c'est la base. Ça commence par ça. Ça commence par ça, puis mieux c'est monté au départ, ben mieux ça va se rendre à la fin, là.
Moi, ce qui me surprend, c'est que tu parles au passé. Tu dis, on t'impressionnait, on te surprenait, on t'intimidait. J'avais des attentes, là. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est toujours... Tu sais, moi, j'ai participé à des événements importants. J'ai toujours trouvé ça beau, le volet que le poste de commandement, il sort. Les patrouilleurs sont sur le terrain, on rencontre des gens. Là, il y a des enquêteurs qui arrivent, ils se font une tête sur le dossier, ils veulent aiguiller le travail. À quelque part, tu sais, souvent dans les séries télé, on voit seulement un ou l'autre, mais ça va tellement ensemble. Puis moi, je trouve ça beau là, quand ça arrive, là, le côté, on est tous en équipe, on participe à ça. Les gens l'oublient, le rôle des enquêteurs, je pense, à quelque part là-dedans. Ben, ils l'oublient, mais tu sais, moi, je veux juste revenir à ce que tu disais, tu sais, quand tu dis le côté, ça t'impressionnait, puis tout ça, on n'est pas meilleur que d'autres. On n'est pas meilleur que le patrouilleur, on n'est pas meilleur que le gars de circulation, on n'est pas meilleur que... On fait juste se compléter. Exact. Moi, quand j'arrive sur un événement, je ne m'attends pas à ce que le patrouilleur ait tous les éléments que j'ai besoin dans mon enquête. C'est ma job d'aller le chercher. Ce que je m'attends, c'est que le patrouilleur soit intervenu, qu'il soit intervenu adéquatement, qu'il ait sécurisé les victimes ou les personnes qui sont sur place, qu'il ait apporté les soins à ces personnes-là, puis que j'aie un début qui soit fait. C'est ça mes attentes. C'est un travail en complicité. Puis moi, après ça, je vais m'arrimer avec les patrouilleurs, puis on va travailler en équipe pour amener le dossier en équipe à terme. C'est ça ma job. Fait que, tu sais, dans le fond, Evan, tantôt, tu parlais d'une certaine méconnaissance des rôles de chacun, ou parce qu'on ne se côtoie pas beaucoup. Exact. Ben, tu sais, ça, c'est peut-être effectivement quelque chose qui, avec le temps, plus qu'il va y avoir de patrouilleurs qui vont venir en remplacement aux enquêtes, plus il y a d'enquêteurs qui vont aller voir les patrouilleurs, qu'on va venir à améliorer ça, mais c'est un travail de complicité. Ah, mais hein, c'est super important. Pas sans l'autre. Ben oui, non, c'est ça. Tu sais, moi, là, si plus les patrouilleurs, ils ont du temps, ils sont en mesure de monter un dossier avec leur expérience, plus mon travail est plus facile. Puis à quelque part, ben, si les enquêteurs peuvent m'en parler puis me donner des cues, des infos, peut-être essayer ça dans tel type de dossier, aller chercher ça, c'est super. Ben, sans le patrouilleur, j'ai pas de job. Ah non, c'est clair. Je comprends très bien. Vous, là, le fait que vous travaillez à cette heure en complet, c'est vraiment drôle ce que je vais comme poser comme question. Comment vous vivez ça? Sentez-vous autant policier, tu sais, que moi, l'uniforme, on nomme tellement ça souvent quand on est policier, de plus être en uniforme, de commencer la journée puis de choisir la cravate que tu vas mettre. Tu te sens-tu différent dans ton rôle, là? Ma femme adore ça. Ma femme, elle adore ça. Mais, non, mais... Pour vrai, le côté particulier, c'est que, tu sais, j'étais en uniforme la majeure partie de ma carrière quand j'étais à la gendarmerie. Puis après ça, quand j'ai été à la prévention, c'était l'image. Donc, on devait avoir l'uniforme. Puis après ça, quand tu arrives aux enquêtes, ben, tu sais, c'est sûr que tu as le côté un peu plus effacé parce que tu es moins visible. Tu sors, les gens te reconnaissent pas comme policier, se rendent pas compte que tu es policier. Tu es dans un véhicule banalisé. Fait que là, des fois, tu vois des infractions, tu te dis, mais comment, t'es pas habitué à ça? Parce que normalement, quand tu as un autopatrouille, les gens, ils font attention. Ils font attention, c'est vrai. Fait que tu sais, t'as ça qu'il faut que tu t'habitues. Puis là, à un moment donné, tu interceptes des véhicules, mais tu es en complet cravate, la cravate qui revole au vent, puis là, tu interceptes tes 2 pieds dans la boîte. C'est pas adéquat. Fait que tu sais, t'as comme un switch à faire. Une espèce de switch à faire là, par rapport à ça, mais non, on s'habitue assez rapidement. Moi, je suis pas un styliste dans l'âme, là, puis donc, tu sais, je suis... Pour un gars qui a des girafes sur sa cravate, par exemple. Ouais, j'ai quelqu'un qui me conseille à la maison. Mais je dirais, tu sais, pour l'habillement, moi, j'aimais beaucoup le côté simple de l'uniforme. C'est-à-dire que, tu sais, le matin, j'ai 8 chemises, mais les 8 sont à toute fin pratique assez identiques. Donc, prends une chemise, prends une paire de pantalons, on part avec ça. Là, je suis là, genre, ça fait... Est-ce que la cravate fit avec l'habit? Puis... Mais on s'habitue vite. Par contre, le réflexe, en ayant été 7 ans identifié comme policier, les premières interventions que je suis arrivé, puis ça, c'est l'autre chose, j'ai fait 7 ans aussi comme superviseur de relève où je me déplaçais beaucoup moins sur les appels. Mais quand je me déplaçais, j'étais en uniforme. Donc là, en revenant aux enquêtes comme ça, mais là, on se déplace, puis on va rencontrer des victimes à leur domicile ou des suspects aussi. Mais des fois, c'est d'arriver, on cogne à la porte, la personne commence à nous parler. Ouais. Dans ma tête, il sait que je suis policier parce que moi, je le sais, puis ça fait 14 ans que je porte un uniforme. Alors on dit, ah oui, je suis policier. Puis c'est ça, il y a toujours un petit déclic qui doit se faire parce que sinon, la personne dit, OK, vous êtes qui, vous? Ah oui, je comprends totalement. C'est comme un réflexe qu'il faut casser, mais on s'habitue. Moi aussi, je l'ai appris à dur, ce bout-là. Je me souvenais que quand je patrouillais en auto, patrouille, les enfants nous envoient la main.
Puis, tu sais, ils nous regardent. Allô, les policiers? Puis moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais dans mon auto civil. Puis là, les enfants regardaient vers ma voiture. Je me disais, ils voient que je suis policier, que je suis envoyé à la main à des enfants, que j'étais dans mon char personnel. J'étais en train de causer un stress dans la communauté. Il y a un monsieur qui nous a dit bonjour, là. Il était bizarre. Fait qu'il faut faire attention avec les saluts à qui qu'on envoie. Faut parler de comment on devient enquêteur. C'est important. Le monde, tu sais, le titre de sergent détective, on le voit, là. Tu sais, vous autres, vous êtes tous les deux des Bruno Gagné et Patrick dans le district 31. Vous êtes devenus sergent détective, qui est comme l'enquêteur, le titre traditionnel. Après ça, on a lieutenant détective. Comment on devient sergent détective? Voulez-vous me l'expliquer? Bien, pour devenir sergent détective, faut que tu commences par passer un processus d'examen qui est rigoureux. Tu as un examen de connaissances qui est très complexe, qui est difficile. C'est un examen qui fait appel à tes connaissances, mais beaucoup à ton sens logique aussi dans les choix de réponse que tu dois mettre. Une fois que cet examen-là est réussi, tu as un processus d'entrevue à l'interne où est-ce que tu rencontres la direction. Et c'est une entrevue de sélection qui est faite à l'interne. Donc, la première partie, qui est l'examen de connaissances, est éliminatoire. Donc, si tu ne réussis pas, tu ne passes pas à la deuxième. Et là, quand tu arrives à l'entrevue de sélection, cette partie-là, c'est des points, ce n'est pas éliminatoire. Et la dernière étape, c'est une journée de simulation avec des comédiens qui se fait à l'École nationale de police du Québec. Donc, tu as un scénario écrit et un scénario avec un comédien en avant-midi et la même chose en après-midi. Donc, où est-ce qu'on est évalué par notre direction, mais aussi par un évaluateur de l'École nationale. Pour que ce soit objectif au maximum. C'est fait vraiment avec beaucoup de rigueur. Puis les comédiens, je dois avouer qu'ils sont... on se sent vraiment dans l'événement. À quel point là, c'est stressant, tu sais, genre, on a vécu quand même des appels d'urgence, on a vécu des affaires AV. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est surprenant comment ça te renverse, comment le réalisme et l'intensité de ce qu'on nous demande. Mais c'est un stress qui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est contrôlé, oui, mais il y a un scénario quand même. Donc, c'est difficile d'en faire abstraction. Tu sais quand même que c'est un comédien, mais ils sont très convaincants, ils nous embarquent dans le jeu, mais tu sais que tu as peut-être une information à aller chercher, puis qui ne te dira pas tout, puis il va falloir que tu creuses quand même, mais où creuser, comment creuser, c'est là que ça se complexifie. Puis on est en compression de temps aussi, parce que c'est des habiletés qui sont évaluées. C'est-à-dire des habiletés à occuper la fonction. Donc, ils vont évaluer, est-ce que tu es capable de créer un bon lien avec la victime, le suspect, le témoin, est-ce que tu es capable de le mettre en confiance, d'aller chercher les informations que tu veux aller chercher, les analyser, de bien comprendre, d'avoir un bon portrait de la situation, tout ça en compression de temps, parce que des fois, dans notre métier, on n'est pas toujours assis derrière le bureau à réfléchir. Des fois, ça va vite, puis c'est d'être capable de ralentir un peu. Donc, c'est toutes les compétences qui sont évaluées dans une APS. Pour renchérir un peu sur l'entrevue, c'est une entrevue structurée. Donc, c'est pas... la première fois, ça saisit un peu, c'est la personne qui fait l'entrevue, c'est trois... En fait, il y a 3 personnes, généralement, 3, je dis un chiffre un peu fictif, là, peu importe le nombre de personnes, mais c'est des cadres de l'organisation qui passent l'entrevue. Puis, ils vont te poser la question à 2 reprises, puis par la suite, tu as un temps limite pour répondre, puis tout le temps que tu réponds, ils te regardent pas du tout. Ils prennent des notes, ils écrivent. Donc, fait que là, tu as l'impression que tu te vends pas. C'est ça, tu parles. Il n'y a personne qui acquiesce ou OK. Donc, tu sors de là. T'es pas sûr. Je sais pas. Est-ce que j'ai laissé une bonne impression? J'ai pas laissé une bonne impression. Ils m'ont jamais regardé. Donc, c'est stressant. C'est un contexte d'examen donc, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, ça me stressait. Ben oui, c'est quand même un gros processus. C'est 3 étapes. Parce que, tu sais, c'est des heures de préparation, d'études. Je sais pas, Jonathan, toi, tu m'avais raconté que t'as une petite tradition avant un processus. Ouais, moi, disons que j'ai toujours besoin d'étudier plus que moins. Ça a toujours été comme ça dans à peu près toutes les sphères de ma vie. On pourra peut-être faire une étude psychologique là-dessus un jour, mais disons qu'avant chaque processus, j'ai pris au moins, puis ça, j'ai étudié en plus de ça, mais au moins une semaine de vacances avant de débuter mes processus pour être capable de bien étudier puis d'être prêt, parce que ça demande une préparation qui est rigoureuse. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de scénarios à pratiquer. Faut se faire des scénarios de type, là, genre tel genre d'événement y arrive, qu'est-ce que je fais, puis comment je développe ma réponse. C'est fou, hein? Puis la portion qui se fait à l'École nationale, c'est une portion qui évalue tellement de compétences, tellement de champs. C'est la collecte d'informations, l'analyse, la résolution de problèmes, l'élaboration de ton plan d'action, tes relations interpersonnelles. Mais tu sais, il faut que tu réfléchisses comment tu vas mettre des relations interpersonnelles dans ton plan écrit. Tu as beaucoup de choses à avoir en tête. Donc oui, moi, je me suis toujours préparé plus que moins.
Mais c'est un processus qui est difficile. Puis sérieusement, quand tu finis ça, il n'y a pas personne qui peut arriver et dire « Ah, j'ai réussi, c'est dans la poche. » C'est impossible. Si tu penses que tu l'as pas, genre. Puis même c'est l'examen impossible. de connaissances, là, avoir étudié des heures et des heures, puis tu réponds, c'est des choix de réponses. Puis souvent, ils te demandent de choisir la meilleure réponse. Toutes les réponses ont des éléments partiels, Oh mais il my y en a God. une qui est un peu meilleure que l'autre. Puis il faut dire, Situation de j'ai tête. pris la bonne dans les 5 qui étaient pas pires. Puis Mais la preuve, c'est que vous l'avez eu, les gars. Vous êtes allés le chercher. Puis écoute, après une journée comme ça, t'es complètement T'es vidé. vidé. T'es vraiment fatigué. Puis écoute, moi, sur 2, peut-être même les 3, j'ai fini la crème glacée. Pas compliqué. J'avais besoin de sucre, fallait que je me remonte un peu. Mais, Eh oui. mais non, c'était des bonnes journées. Puis écoute, si c'est plus nécessaire. T'es content que ce soit derrière toi? Ouais, c'est fait. Là, vous êtes enquêteur, vous devez commencer à rencontrer des dossiers, vous avez des spécialités, il doit y avoir des choses que, tu sais, ça vous a pris par surprise. Il y a des enquêtes, vous devez être fiers d'avoir accompli. Tu m'as raconté une couple de trucs en lien avec les fraudes, surprenamment. Tu étais un gars qui n'aille pas ça, travaillait ça. Mais, tu sais, à quel point, genre, le dossier, c'est quoi qui vous rend, que vous trouvez le plus excitant dans votre job? Tu sais, on se dit ça, moi, je vais avouer que j'en ai fait un petit peu des enquêtes. Le volet interrogatoire, j'aime bien ça. Quand je réussis, j'étais comme, oh, je viens de l'avoir. Tu sais, j'ai eu mes aveux. Vous autres, c'est quoi qui vous drive, tu sais, dans vos dossiers? C'est où vous trouvez votre fun, votre adrénaline, mettons? c'est très différent de la route. La route, on répond à une urgence. Donc là, on est vraiment, on est à notre bureau, puis on analyse le dossier. Donc le dossier, tu vas plonger dedans, tu vas aller chercher tes éléments d'enquête. Puis c'est souvent, tu sais, ça progresse à un rythme beaucoup plus lent que quand je supervisais l'équipe de patrouille. Où là, c'est vraiment, là, C'est du live. prendre des décisions rapides. Puis là, on a le temps d'analyser le dossier, puis d'aller chercher, puis de raccorder tous les fils progressivement pour arriver à identifier un suspect. Puis quand ça débloque, là, quand l'enquête débloque, des fois, c'est un petit élément qui va faire déboucher. Ça devient, là, moi, c'est là que je vais chercher C'est là que tu te ma satisfaction. Là. un petit élément là, qui te permet de dire « Oh, ça y est, on tient notre homme. » Ça y est, on est capable d'aller vraiment vers cette personne-là. Puis là, comment après ça, je vais l'amener pour amener le dossier devant les tribunaux. Puis vraiment, tu sais, que ça puisse passer le test des tribunaux, là, donc la preuve hors de tout doute raisonnable. C'est une chose d'avoir des motifs là, pour se rendre à quelqu'un, mais après ça, il faut bâtir la preuve autour de ça, puis pour soumettre un dossier, puis toute cette partie-là d'aller chercher les éléments, puis de progresser petit peu à petit peu, puis de faire... Des fois, on fait une démarche, cette démarche-là n'est pas bonne, on en fait une autre, là, finalement. Oh, la démarche qu'on pensait qui était un peu futile, c'est celle-là qui permet de débloquer. Donc, c'est un peu là-dedans que je vais chercher de la satisfaction. Toi, Jonathan? Ben, tu sais, je te dirais que l'adrénaline, moi, je vais aller la chercher quand on a des dossiers dans lesquels il faut enquêter rapidement. Ça peut être, par exemple, une personne disparue qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que la patrouille est en train de faire des recherches, mais tu sais, là, la journée se termine, le soleil se couche, il fait moins 25 dehors. Là, on est dans un bout que il faut que ça roule. Là. Puis là, il faut rechercher. Puis là, tu as des pistes d'enquête. Puis là, ben, tu finis par te rendre compte que, OK, on a une caméra là, visionne la caméra, on voit la personne passer. Là, tu vas un petit peu plus loin. Wow. Là, tu arrives à, OK, il est monté dans tel autobus, communique avec le chauffeur de l'autobus qui, là, finalement, appelle la compagnie. Le chauffeur, il a fini, appelle le chauffeur chez eux. Là, il t'amène vers une autre piste. Là, il l'a remis dans un autre autobus. Fait que là, finalement, ça débloque, ça bouge. Ça, bouge. c'est excitant. Puis là, à un moment donné, tu retrouves la personne saine et sauve. Tu te dis, ben, regarde, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Wow. Fait que ça, c'est le moment d'adrénaline. Moi, le moment de satisfaction que je peux avoir le plus, par contre, dans un dossier, c'est quand j'ai une personne, une victime qui peut être, par exemple, en crise parce qu'elle a vécu quelque chose de grave et que une fois que j'ai terminé mon entrevue avec elle, une fois que j'ai fait mon travail, que j'ai arrêté le suspect, que la personne a un soupir de soulagement parce qu'elle sent que j'ai réussi à l'aider puis qu'elle tu sais, là, j'ai vraiment le sentiment aussi du devoir accompli, puis où est-ce que je me sens que j'ai aidé quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un cette journée-là. Parce qu'on l'oublie que les enquêteurs, quelque part, vous accompagnez les victimes dans tout le processus judiciaire. Tu sais, le monde, ils ont l'image que, tu sais, là, c'est les interrogatoires, les preuves, l'ADN, sortez les empreintes, mais au fond, là, vous accompagnez le plaignant, la personne qui apportait plainte dans son processus. C'est ça, avant tout, le rôle de l'enquêteur, je pense. On devient le point d'ancrage un peu. Tu sais, le premier patrouilleur qu'il a rencontré a eu le premier contact policier, mais après ça, on rappelle, dès qu'on a un dossier qui nous a signé, on va rappeler justement les plaignants, prendre un premier contact pour lui remettre nos coordonnées, lui expliquer un peu vers quoi on s'en va, puis juste créer ce lien-là, qui est un lien beaucoup plus personnalisé, même si on traite plusieurs dossiers simultanément. Tu sais, chaque plaignant est...
a à cœur son dossier, a à cœur sa plainte, il a été victime de quelque chose, donc visiblement, nous, on est là pour résoudre l'enquête. Donc, on crée ce lien-là qui est le fun, qui devient comme, je pense, qui est rassurant pour le plaignant. Puis pour nous, c'est un lien qui est personnalisé quand même. Donc c'est fort, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis on l'accompagne jusqu'à l'aboutissement du dossier à la cour ou, des fois, l'aboutissement des démarches d'enquête. Là, parce que... Moi, si je pense à certains dossiers, par exemple, un dossier d'agression sexuelle que je vais rencontrer la victime, ben je deviens son point de contact numéro 1 au niveau du bureau des enquêtes. C'est toi qui vas appeler s'il y a quelque chose ou elle veut savoir de quoi. Puis ça devient moi son point d'ancrage après ça au niveau du service de police. C'est moi qui va la suivre du début à la fin. Oui. Et c'est moi qui va faire l'entrevue avec cette personne-là dans la salle vidéo. Après ça, puis on a une salle qui est vraiment spécialisée pour rencontrer les victimes, pour qu'elles soient confortables. Puis après, c'est moi qui va faire les références vers le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Je vais aussi laisser ma carte et dire, regarde, moi, tu m'appelles n'importe quand. Il n'y a pas de problème, là. Je suis là pour toi là, je suis là pour toi la semaine prochaine, puis je suis là pour toi dans 6 mois. Il n'y a aucun problème, tu peux toujours m'appeler. Puis ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis après ça, au courant du processus, ben, si elle a des questions, elle peut m'appeler, je vais y répondre. Après ça, quand le procureur va vouloir la rencontrer en rencontre victime, ben, c'est encore moi qui vais être là. Puis au besoin, c'est moi qui vais même la transporter, mais sinon, je vais l'accompagner, puis je vais être là avec le procureur. Puis si le dossier se rend jusqu'à un procès, ben, en bout de ligne, c'est également moi qui va rencontrer la victime pour lui faire relire sa déclaration ou pour lui faire visionner la bande vidéo et je vais l'accompagner après ça au niveau du palais de justice. Fait que je vais vraiment rester sa référence du début à la fin. Puis même une fois que le dossier est terminé, la victime te rappelle 1 an, 2 ans, 3 ans après, ben, on est encore là. Ouais, c'est bon ça. Ça veut dire que le travail a été fait. Tu sais, pour vrai, on parle des preuves, on parle des éléments techniques. Vous autres, ça doit vous faire rire quand vous écoutez des films, puis en 15 minutes, ils ont mis la main sur l'ADN, puis l'empreinte de soulier est achetée au Foot Lockers de Verdun en 2017. Tu sais, fait comment vous voyez ça, le volet preuves techniques? Trouvez-vous que, tu sais, les films nous rendent ça quasiment trop intense de mettre la main là-dessus pour résoudre un dossier? À quel point c'est la part de réalité ou pas, là? Je pense qu'il y a une part de réalité parce que souvent, les scripteurs là, pour les séries vont consulter les policiers. Je pense que District 31, tu en parlais tantôt. Là, personnellement, je n'ai pas suivi la série, mais je sais que le réalisateur a consulté beaucoup de ressources policières, beaucoup d'enquêteurs, Donc, il y a une part qui reflète un peu la réalité, mais c'est à vitesse fois 1000. Donc, c'est sûr que les démarches, il faut la rentrer en 25-30 minutes. Mais on n'attendra pas 1 ou 2 mois avant d'avoir le retour d'un mandat ou d'une ordonnance et ça va aller un peu plus vite. Donc, c'est sûr que, oui, il y a toujours quelque chose, il faut quand même capter l'intérêt du téléspectateur, donc c'est sûr qu'il faut que ça bouge plus vite, puis il y a des éléments qui vont faire aboutir les enquêtes. Mais je pense que c'est quand même basé sur des... Ça se ressemble, c'est juste au niveau des délais que c'est un peu... On s'attend que là, ça serait une drôle de série télé qui attend 2 mois. On va savoir le retour d'ADN, puis ça aboutit pas. Ben, puis c'est parce que souvent, les séries vont te présenter ça comme si la police scientifique est comme si le cheveu que tu vas avoir trouvé sur le plancher, sur ta scène de crime, que ça vient tout régler, là. Tu trouves ça, tu vas aller à telle personne, c'est réglé ton dossier. Mais alors que ça va prendre un certain temps avant d'avoir des résultats, dépendamment de la gravité du crime qui est commis. Mais c'est un élément. Une enquête policière, c'est comme si je te donne un casse-tête de 100 morceaux, dépendamment de la complexité. Ça peut être 3000, ça peut être 50. Mais mettons, je te donne un casse-tête de 100 morceaux, puis je te dis, toi, ta job d'enquêteur, là, c'est de retrouver les 100 morceaux, puis de les mettre ensemble pour avoir le portrait le plus réel de ce qui s'est passé. Mais ton élément de police scientifique, ça peut être 3, 4 morceaux, 5 morceaux peut-être. Mais tu as besoin du reste pour constituer ta preuve. Ouais. Fait que c'est un élément qui peut être excellent dans un dossier d'enquête, qui peut servir d'orientation ou vraiment de preuve au niveau de ton dossier. Mais il faut que tu recolles tous les autres morceaux quand même. Vous autres, vous travaillez souvent avec des mandats. Puis tu sais, j'ai connu l'époque où j'avais toujours un mononcle qui venait me dire tu sais, si le policier veut ça, ça y prend un mandat. Puis si le policier veut faire ça, ça y prend un mandat. Tu sais, ça serait le fun d'éclaircir un peu pour tous les gens qui nous écoutent la réalité du mandat. Puis c'est quoi un mandat? Puis quand est-ce qu'on l'utilise? Là, pour vrai, je sais que ça peut sembler basique pour vous, mais je pense que c'est nécessaire que les gens qui nous écoutent comprennent ça. Là. Souvent, ça prend un mandat. Ouais. Souvent, là, plus souvent qu'autrement, ça prend un mandat. Donc, il n'y a pas tout à fait tort, mais ça dépend des situations. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Ça peut être l'urgence de la situation. Si on a une victime en danger, évidemment, c'est prévu qu'on peut soit un télémandat, qui va être un mandat qu'on va recevoir
par fax. Là. Je sais que ça fait pas tellement 2021 parler de fax, mais on reçoit encore des documents par fax. Tu pages le juge, puis après ça... C'est un peu ça, mais en tout cas... Donc, oui, mais l'urgence peut justifier d'aller chercher des informations aussi qui ne demanderont pas de mandat. Donc, nous, c'est notre rôle de bien maîtriser qu'est-ce qui en requiert, qu'est-ce qui en requiert pas. Mais on se fait de plus en plus, je peux dire, challenger quand on intervient, comme je disais, là, ça prend un mandat pour faire ci, ça prend un mandat pour faire ça. Donc, il faut quand même bien connaître, bien maîtriser ses pouvoirs et devoirs là, pour avoir assez d'assurance pour dire non, dans cette situation-là, j'en ai pas besoin parce qu'il y a une sécurité en jeu ou X facteurs. Là, donc, mais c'est ça. Sans donner un cours de droit, comme Evan l'a dit, nous, notre travail comme policier, puis on l'a étudié pour faire nos examens. Après ça, on a de la formation continue. Fait que notre travail à nous, c'est de s'assurer de bien maîtriser nos pouvoirs et devoirs. Fait que, oui, il y a des gens qui vont arriver, ça vous prend un mandat pour faire ça, ça prend... Ben, pas nécessairement. Puis moi, je fais mon travail au meilleur de ma connaissance, puis dans différentes circonstances, ben, tu peux ne pas en avoir de besoin de mandat. Et en bout de ligne, si jamais j'ai obtenu ma preuve sans mandat et que ça en prenait un, ben, l'avocat de la personne de qui j'ai saisi l'objet va s'objecter par rapport à cette preuve-là. Et si effectivement ça me prenait un mandat, ça va revenir elle va être rejetée. Ben oui. Fait que j'ai aucun avantage à saisir quelque chose sans mandat si j'en avais besoin. Ben non, c'est ça. T'sais. Combien de fois j'ai vu des films là, que le gars, on dirait que c'était comme la running gag de l'enquêteur de dire tu sais où tu peux te le mettre ton mandat, puis c'est comme si c'était pas concluant, mais à quelque part ça fait partie du travail. C'est juste que c'est important que les gens comprennent qu'au fond c'est un outil à travers une enquête qui nous permet d'aller faire une perquisition qui légitimise notre démarche policière, si on peut le dire ainsi. Là, c'est toujours par souci de protection de la vie privée. C'est l'équilibre entre l'enquête policière puis la sécurité du public versus la protection de la vie privée. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut bien le maîtriser, puis il faut savoir où on s'en va. Mais on a quand même des services conseils. Il y a des situations qui sont plus délicates. Donc, des fois, ça saute aux yeux, c'est sûr, ça me prend un mandat. D'autres fois, on est plus dans les zones grises. Donc, on a des services conseils. On peut consulter des procureurs là-dedans, puis avoir différentes opinions là, pour, évidemment, pas compromettre la preuve qu'on va recueillir. Parce que, comme Jonathan le dit, j'ai aucun intérêt à aller chercher un élément de preuve de façon qui contrevient. Oui, c'est ça. Oui, ça te casse ton dossier. Puis exactement. Je vais perdre ma crédibilité à la cour, même comme enquêteur, parce que ça nous suit aussi. Là. Quand le monde, ils vont te l'expliquer... on parlait de la relation avec le procureur. Là, dans les films, on dirait que le procureur est comme quasiment en amour avec tous les enquêteurs puis fréquente le poste en permanence. À quel point la relation avec les procureurs puis la proximité est réelle. Dans le District 31, la procureure est toujours dans le poste. Là. On dirait qu'elle attend là. Puis les gars, avez-vous des dossiers pour moi? Ça ressemble à quoi en réalité le lien avec les procureurs? Ben, c'est pareil comme dans le District 31. Elle écrit tes mandats, elle va te chercher ça pour toi devant le juge. Tu y assignes des affaires. C'est pareil. Non, pas vraiment. Dans les faits, lorsqu'on a un dossier qui requiert l'assistance d'un procureur parce que c'est une zone grise, parce que c'est une technicalité en matière de droit, ben on peut toujours appeler le procureur qui est de garde. Sinon, de nuit, la fin de semaine, on a un procureur conseil qui peut nous répondre aussi, puis qui peut nous, sans aiguiller notre enquête, parce que la responsabilité de l'enquête nous appartient. Ils peuvent nous renseigner sur certains points de droit ou des nouvelles décisions, parce que le droit est évolutif. Et sans arrêt, c'est fou. Quelque chose qu'on a appris l'année passée va être modifié, peut être modifié le mois prochain ou peut être modifié. Tout est évolutif en matière de droit. Donc, on a recours à ces personnes-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que autant on a une proximité avec ces personnes-là, autant ça reste que ce sont des procureurs qui travaillent pour la direction des poursuites criminelles et pénales. Ce ne sont pas nos conseillers juridiques à nous. Ils se doivent quand même de garder une certaine neutralité par rapport à la situation, mais c'est sûr qu'on a une certaine complicité parce qu'on leur fournit un dossier d'enquête. On travaille quand même avec eux, mais on n'est pas des on est des partenaires, on n'est pas des collègues de travail ou de... On peut voir la proximité dans le District 31 où est-ce que c'est vraiment très... on dirait qu'ils travaillent tous pour l'SPGM. Ben oui, c'est ça. C'est quand même deux entités, puis eux autres... moi, pour présenter un dossier à un procureur ou arrêter quelqu'un pour présenter le dossier, ça me prend des motifs raisonnables et probables de croire. Ça veut dire que je dois avoir des motifs de croire que cette personne-là a commis l'infraction, puis une personne qui est à gauche, à droite, pourrait en venir aux mêmes conclusions. Le procureur, lui, pour déposer des accusations,
ben lui, il doit, dans sa tête, être convaincu qu'il peut faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Fait que c'est un fardeau qui est différent. Fait que oui, on travaille en équipe, mais en même temps, on a des enjeux et des choses différentes à gérer. Bon, c'est assez clair quand même, mais c'est important de le mentionner. Tu sais, pour vrai, vous autres, vous avez dû, quand même, il doit y avoir des dossiers qu'on vous demande souvent. Moi, tu sais, encore une fois, je suis avec le même Manon Canal que je vous ai dit. Tu sais, souvent, il y a des anecdotes policières. Ils me demandent, t'étais-tu là quand c'est arrivé? T'as-tu vécu ça? Il doit y avoir des dossiers pareils que vous êtes quand même fiers. Tu sais, il y a des situations, des trucs, là. Tu sais, pour donner une idée aux gens, là, qu'est-ce que ça peut être, d'avoir des anecdotes, des trucs pas possibles, des aveux que vous avez obtenus, que vous êtes surpris d'avoir eu, ou, tu sais, qu'est-ce qui... Tu sais, vous devez en avoir à raconter quand même, là, des choses que, tu sais, vous êtes fiers dans votre volet d'enquêteur. Là. Ben, je te dirais que le dossier que je suis le plus fier, ça faisait, écoute, c'était en octobre 2016. Je venais d'arriver aux enquêtes, puis ça faisait 2 mois que j'étais aux enquêtes. Et j'étais de garde, puis je me suis retrouvé avec un dossier de home invasion dans lequel on avait 5 suspects d'arrêtés, puis 3 victimes. Je peux te dire que ça a été très vite. J'ai eu une marque de confiance de mes patrons qui m'ont mis comme enquêteur principal dans ce dossier-là, mais je peux te dire que comme jeune enquêteur avec 2 mois de date, là, ça va vite. 2 mois de date. Ça va très vite. Oui. Puis l'enquête doit aller vite parce que les gens doivent comparaître. Puis c'est ça, pour moi, une fois que j'ai eu terminé, puis pas le lendemain, parce que le lendemain, tu es encore, puis c'est des enquêtes à longue échéance, mais quand la poussière a fini par retomber, j'ai probablement pris 1 an d'expérience en l'espace de cet événement-là. Fait que pour moi, ça a été une fierté de passer au travers de ce dossier-là. Mais c'est un dossier qui m'a marqué comme personne parce que c'était un dossier qui était grave, qui était important, dans lequel il y avait énormément de démarches d'enquête à faire. Puis, oui, je suis fier d'avoir accompli ça, mais ça a été aussi un événement marquant au niveau de ma carrière. Puis, tu sais, côté fierté, ben moi, ça reste un dossier de violence conjugale que j'avais eu, qui est un dossier dans lequel le suspect était vraiment harcelant, même quand il était en prison, qu'il réussissait à rejoindre par téléphone la victime. Fait que, tu sais, d'accompagner la victime, puis de travailler avec elle, puis de la rencontrer, puis de faire une autre rencontre, puis de prendre une autre plainte, puis de vraiment travailler à venir étoffer tout ça pour qu'en bout de ligne, il y ait vraiment des conditions très strictes, puis qu'on puisse mettre en place des choses pour la protéger, puis de voir qu'elle, justement, elle s'est sentie, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, mais qu'elle s'est sentie supportée, puis qu'elle a réussi à avoir un soupir de soulagement à un moment donné, puis d'être capable de retrouver une vie normale, ben ça, pour moi, ça a été une des mes plus grandes fiertés. C'est la classe. Ouais, là, c'est dur à battre, hein, Evan? Je te souhaite bonne chance. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est sûr qu'il y a un peu l'attribution des dossiers, l'assignation des dossiers, en fait, là, ça peut être aléatoire aussi, donc ça dépend. L'expérience de un va varier d'une personne à l'autre. Pour ma part, j'ai encore beaucoup de dossiers actifs. Donc, il y a des dossiers qui ont été résolus, mais des dossiers actifs, je pourrais dire un dossier, je pourrais dire un dossier de fraude qui a été, en fait, qui n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'il y a des accusations qui ont été portées, mais ça a été un dossier qui est rentré, c'est des fraudes envers des personnes un peu plus vulnérables, donc des appels qui se faisaient pour soutirer de l'information nominative, faire des remplacements de cartes bancaires pour, après ça, aller retirer de l'argent dans les comptes des plaignants victimes. Donc, je me suis fait assigner un de ces dossiers-là. J'ai travaillé en premier lieu avec un enquêteur de Blainville qui avait un dossier avec le même modus operandi, c'est-à-dire la même façon de procéder. Mm-hmm. Donc, possiblement les mêmes suspects. Donc, on avait des séquences vidéo qui nous permettaient d'identifier où est-ce que les transactions avaient été faites et tout. Puis là, en montant des bulletins d'information, en transmettant de l'information, on apprend que finalement, il y en a eu une 60aine à Montréal, plusieurs autres dossiers à Laval. Donc, on prend contact avec les enquêteurs des autres services de police. Puis à partir de là, il y a vraiment un beau travail d'équipe qui s'est fait. Oui, c'est ça. Qui s'est mis en marche. Là. Exact, qui s'est mis en marche, merci. Ça fait plaisir. Puis j'ai été en communication constante avec l'enquêteur de Blainville, l'enquêteur de Laval, jusqu'à la mise en place des mandats de perquisition. Puis ça nous a amené à aller chercher, à identifier des suspects. Puis l'information aussi qui nous a donné des bonnes pistes est venue de la gendarmerie de Laval. Donc des agents qui ont reconnu des suspects, qui nous ont permis d'orienter un peu notre enquête. Puis, ou en tout cas, pas reconnaître tous les suspects, mais d'en reconnaître quelques-uns, puis d'amener un petit peu de fil en aiguille vers les autres suspects. Donc,
ça a été un dossier qui a eu beaucoup de perquisitions simultanées puis qui nous a permis d'aller chercher des bons éléments de preuve. Là, il reste à voir le test des tribunaux, mais le travail d'enquête, il a été vraiment intéressant. Puis la collaboration, on voit que c'est intimidant. Des fois, nous, on est un service de police de taille moyenne, mais de faire affaire avec des enquêteurs de Laval, des fois, ça peut être intimidant, mais finalement, on se met à parler avec eux, puis on travaille tous pour la même cause. Puis on fait tous le même travail. Donc, il y avait vraiment un respect mutuel, puis un beau travail d'équipe. Ça, c'est cool. Ça devient gros, là, tu sais, t'as l'impression, genre, tu collabores avec les autres corps de police, puis là, tu sais, je pense que tu me racontais que c'était comme s'il y avait des dessins au tableau, comme on voit, avec des photos de suspects, puis des, tu sais, on va aller chercher lui, puis là, tu sais, souvent, les perquisitions, ils ont lieu simultanément, justement, pour empêcher que les autres groupes soient tentés, exactement, mais ça, c'est toujours impressionnant. J'ai participé à ça seulement une fois, mais j'avais trouvé ça tellement bien fait, puis quand, en plus, il y a d'autres corps de police mêlés, tu sais, on sous-estime le fait à quel point on s'aide, il y a un coup de main quand même entre nous. Absolument. Les autres corps de police. Participer aux perquisitions. Donc, tu sais, les perquisitions la plupart avaient lieu du côté de Laval, là, mais on a été invités sur les perquisitions. Donc, on a vraiment participé. Puis, il y a vraiment eu un beau travail d'équipe. Puis, de voir comment toute cette opération-là est orchestrée. Il y a du monde derrière ça. Le SWAT, tout là. Oui, exactement. Le GI. Puis, plusieurs personnes derrière ça. Puis, les gens qui chapeautent dans le poste de commandement. C'est impressionnant. Qui organisent tout ça, qui s'assurent d'avoir des retours. La salle est remplie de tableaux, là, puis il y a des notes un peu partout. Puis c'est le fun de voir ce travail d'équipe-là, puis le fonctionnement. Puis donc, moi, ça a été très stimulant comme dossier. Nice. Puis c'est très intéressant. Jusqu'à présent, c'est un dossier. C'est hot. Pour un gars d'octobre 2020 comme enquêteur, j'aime ça. Les gars, tu sais, dans la dernière année, on a parlé beaucoup de contexte, de voies de fait dans les contextes conjugaux. Tu sais, la violence faite aux femmes, tout ça. Tu sais, vous avez rencontré des victimes de violences conjugales, vous avez fait ce travail-là. Tu sais, les gens, des fois, critiquent le travail policier qui a été fait. Moi, je sais pas vous, mais moi, dans mon expérience, on a toujours été très sensible à ça. On s'est toujours montré très à l'affût. Je considère qu'on essaie d'aider au maximum les victimes, des appuyer là-dedans. Tu sais, les gens qui pourraient être de l'extérieur, qui perçoivent ça différemment avec tous les féminicides qu'il y a eu depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui se posent la question, c'est quoi le rôle de l'enquêteur? Comment les policiers pilotent ce genre de dossier-là pour éclaircir cette pensée-là dans la tête des gens? Ben, tu sais, le rôle de l'enquêteur, après ma base, ça va être de prendre ce dossier-là au sérieux quand tu le reçois puis de le traiter rapidement. C'est la première étape, c'est celle-là. Puis ensuite, c'est de prendre charge de la victime. Tu sais, ça fait plusieurs fois que je parle de ça, mais c'est de lui donner un service 5 étoiles puis de lui faire comprendre qu'on est là pour la victime. Puis des fois, ce qu'on va avoir, c'est une victime qui, oui, veut s'impliquer, mais d'autres fois, tu as des victimes qui ne veulent pas s'impliquer pour diverses raisons. Et là, il faut travailler avec cette personne-là. Puis il faut lui expliquer qu'on est là pour elle. Puis il faut lui expliquer qu'il y a des choses qui se passent dans son quotidien qui sont pas normales. Et qu'il y a des choses dans son quotidien non seulement qui sont pas normales, mais que c'est pas de sa faute à elle. Mm-hmm. On part de loin parfois avec certaines victimes où est-ce qu'il faut discuter, puis faut mettre en confiance, puis leur expliquer qu'on est là pour les aider, puis qu'on est là pour elles. Mais c'est de tenter de travailler du mieux qu'on peut avec cette personne-là au niveau de l'accompagnement. Puis on a le privilège au sein de notre organisation d'avoir des gens qui... une travailleuse sociale qui travaille avec nous, qui travaille d'ailleurs dans ta section. Exact. Donc tu vas sûrement pouvoir nous en parler. Puis également d'avoir des partenaires avec le C3S, donc qui travaillent dans nos locaux aussi. Donc on a aussi une unité d'hébergement sur notre territoire pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales, mais tu sais, la prise en charge rapide, s'occuper de la victime, il donner un service 5 étoiles, sinon 6 étoiles, puis de s'assurer que cette personne-là, elle est sécurisée, soit en procédant à l'arrestation du suspect rapidement, soit en la sécurisant avec un endroit d'hébergement ou en mettant un filet de sûreté autour d'elle pour éviter qu'il arrive malheur. Offrir des ressources, tout ça. Toi, tu as géré une équipe longtemps en plus à titre de sergent, de lieutenant. Tu sais, tu as été patrouilleur. Tu sais, moi, je considère qu'on a toujours eu un travail sensible face à ça. Je suis sûr que tu es bien placé pour l'expliquer en plus. Là. Le premier contact avec la victime est très important. C'est-à-dire pour la patrouille, généralement, qui va être le premier policier qui va intervenir parce que chaque cas est d'espèce. Donc, oui, il y a plusieurs études là, par rapport au contexte de violence conjugale qui démontrent quand même un certain pattern, si on veut, ou un certain cycle ce qu'on appelle le cycle de violence conjugale, exact. Donc,
c'est important de comprendre un peu ce qu'il y en est, puis on a plusieurs formations aussi, de plus en plus, de formations qui nous permettent de nous sensibiliser à ça, parce que des fois, ça peut être fâchant de savoir qu'une victime est en danger, mais que la victime ne veut pas nous donner la version des faits. Elle ne veut pas, pour diverses raisons, comme je disais, elle peut craindre des représailles. Des fois, son conjoint et son pilier, c'est-à-dire, là, je parle au masculin, là, mais la violence conjugale, ça va dans les deux sens, évidemment, là, mais plus souvent qu'autrement, on va quand même traiter. Là. Exactement. Donc, ça reste son pilier, son point de référence. La personne doit être mise en confiance, puis ça se peut que la première fois, elle n'ait pas le goût de parler. Mais si l'ancrage est positif, bien, nous, on va faire les démarches qu'on peut, on va l'accompagner autant qu'on peut jusqu'à temps. On va essayer de la sécuriser le plus possible, tant au niveau de la patrouille qu'au niveau des enquêtes. Puis, il ne faut pas perdre de vue que ça se peut que cette fois-là, elle ne veut pas du tout s'impliquer, mais qu'il y a quand même eu un ancrage positif. Donc, possiblement que la fois d'après, elle va se confier un peu plus, peut-être en venir éventuellement à vraiment vouloir s'impliquer puis à ce qu'on puisse l'aider. Fait que notre rôle, c'est vraiment... Peu importe la décision de la victime là-dedans, où elle est rendue dans son cheminement, il faut l'accompagner, puis lui offrir les ressources, la référer, parce qu'on est policier, on n'est pas des travailleurs sociaux, donc notre champ de compétences, puis le suivi qu'on peut faire a quand même ses limites. Exact. Donc, c'est important de l'amener vers les bonnes personnes, vers les bonnes ressources rapidement, pour que, juste si cette fois-là, elle a pris contact avec une travailleuse sociale, elle n'a pas voulu, on n'a pas eu assez d'éléments pour accuser ou peu importe, mais elle a pris le premier contact, bien peut-être que si ça se répète, la fois d'après, elle va s'impliquer, puis on va avoir un peu plus d'outils pour aller... Ben oui, je comprends. Mais il faut garder ça en tête, puis pas aller trop... il faut pas brusquer les victimes, puis dire, il faut que tu me parles, il faut que tu portes plainte. Ouais. Il faut respecter son rythme, tout en essayant d'aller chercher le maximum de filets de sécurité, là, comme Jonathan disait. Ben oui, surtout que c'est un milieu qui est très procédurier. À cette heure, c'est très encadré. Je sais que moi, on laisse passer aucun dossier. Surtout que même, ce que peut-être certaines personnes ignorent encore aujourd'hui, même si la victime ne porte pas plainte, dans un contexte conjugal, si on a des raisons de croire qu'il y a eu de la violence, on procède à l'arrestation de la personne, on émet des conditions automatiquement. C'est parfois complexe. Puis je pense que de plus en plus d'organisations policières sont rendues à l'étape de toujours rappeler les personnes. Tu sais, même si, imaginons, on n'a pas d'éléments qui nous laissent entendre qu'il y a eu de la violence, mais on quitte puis on se doute qu'il y a peut-être eu quelque chose, bien, le nom de ces personnes-là, on l'a toujours. Puis tu as parlé de la travailleuse sociale, on la salue, c'est Catherine chez nous, mais la travailleuse sociale va rappeler ces gens-là, va essayer de faire un travail de progression. Est-ce que la personne, elle va y avoir à repenser? Puis des fois, ça m'est arrivé, je l'ai vécu récemment, que, là, la personne a dit, là, je veux m'impliquer, je vais vous le raconter ce qui s'est passé quand les policiers sont venus, puis ça mène à une intervention policière. Mais moi, ce que je veux rappeler aux gens, c'est qu'on prend ça excessivement au sérieux. Il n'y a pas un policier qui n'est pas sensible à la détresse de quelqu'un qui serait victime de violence. On ne laisse pas traîner ça. On ne se tourne pas le dos à ce genre de dossier-là. Puis toutes les victimes qui viennent au poste, on les accueille, on fait ça dans les règles de l'art. Puis moi, je sais qu'on avait eu excessivement de formation sur ça. Puis moi, je pense que j'ai terminé Nicolas en 2011. Vous êtes des policiers qui sont là depuis plus longtemps que moi. Je suis sûr que vous vous souvenez de ça aussi, que c'était quelque chose qu'on nous apprenait, comment s'y prendre, l'approche. J'avais eu autant d'enseignements sur ça que sur les interventions physiques, à ce point-là. Moi, ça allait jusque-là. Absolument. Je pense que la formation, est quand même adéquate. Là, puis, mais c'est évolutif, puis on peut toujours en savoir plus, puis on peut toujours être sensibilisé à différentes réalités. Puis des fois, juste d'avoir un refresh, aussi un petit rafraîchissement parce qu'on peut rentrer dans une certaine routine, même si ce n'est pas un métier qui est très routinier. Là. On peut arriver dans une certaine routine où on désensibilise à force d'en voir un peu trop. Mais des fois, c'est bon de se recentrer et de dire que chaque victime a vécu une situation qui mérite d'être entendue puis qu'il faut respecter son rythme. Là. Il me reste quelques questions pour vous autres, les gars. Je veux savoir, le milieu policier dans la dernière année a été excessivement critiqué. Moi, je l'aime, mon métier, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de porter l'uniforme. On est ici aujourd'hui, on se présente, on dit nos vrais noms, on se cache pas. Des fois, il y a mes collègues sur Facebook, là, ils vont avoir un nom un peu flyé, puis je sais que c'est peut-être un policier, même si je connais pas le gars ou quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voudriez que les gens comprennent par rapport au métier de policier? Que, des fois, on entend ça, là, les gens, ils vont dans la police pour le fonds de pension, les policiers abusent de leur pouvoir, il y a toujours de l'abus, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous voudriez que le citoyen il comprenne par rapport à notre travail, par rapport à notre rôle? Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces gens-là qui nous donnent notre chance, qui nous fassent confiance? Je pense qu'il y a une méconnaissance un peu du métier policier. On voit ça comme il y a un uniforme. Déjà, l'uniforme crée une certaine barrière parce qu'on représente l'autorité. Puis, je
c'est de démystifier qu'on est, on est des gens, puis la plupart, on a des familles, on vient de quelque part, on a tous notre background aussi, on a tous nos... je pense que c'est de comprendre que peut-être que certaines interventions, des fois, vont pas comme on pense ou comme on veut, mais il y a un volet légal, il y a toutes sortes de facettes au travail policier, puis il y a toutes sortes de policiers, puis des fois, si un citoyen peut avoir eu un contact qui n'a pas été... On essaie d'être sensibilisé le plus possible à tous les types de citoyens qu'on peut rencontrer, là, mais des fois, c'est sûr qu'il y a des policiers qui peuvent avoir une approche différente, qui va moins plaire à une personne, mais on est des humains, on vit des émotions, on est confronté à des situations qui font que des fois, peut-être qu'on est un peu moins patient ou on gère une urgence qui permet d'être un petit peu moins à l'écoute à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important d'essayer le plus possible d'avoir un ancrage positif, là, mais c'est sûr que toute cette façon de voir comment c'est démontré un peu dans les médias dernièrement, là, le métier de policier, c'est difficile de voir ça aller quand, personnellement, puis je pense que je parle pour la plupart des policiers, on est dans la police pour quand même venir en aide aux gens pour les bonnes raisons. Je ne vais pas rentrer dans la police pour avoir un fonds de pension. Là, je savais probablement même pas c'était quoi un fonds de pension quand je rentrais à 20 ans. Dans un autre épisode, j'ai dit la même chose. C'est un peu ça. Donc, c'est les motivations pour être policier. Je pense que le fondement est bon. Est-ce que des fois, on devient désensibilisé puis on peut avoir l'air plus froid? Ça peut arriver, mais c'est ça. On est quand même... je pense que tout le monde est là pour les bonnes raisons puis il n'y a personne qui vient... qui rentre au travail pour dire « Ah là, j'ai le goût de me pogner avec quelqu'un. » Non, c'est ça. Je pense qu'on est là pour justement venir en aide puis résoudre des crimes. Là. Donc, c'est une perception, je pense que c'est lié à une méconnaissance puis à une image qui est projetée parfois des dossiers qui sont peut-être médiatisés. Des fois sur des cas isolés aussi. Oui. Donc, évidemment, il y en a qui vont faire des bavures. Ça existe, là, des bavures policières. Puis, probablement, c'est ça qui ressort le plus dans les médias, mais... Malheureusement, la majorité vient payer pour la minorité. Ben oui. Puis tu sais, il reste que quand tu choisis cette profession-là ou cette carrière-là, je vois pas comment tu peux choisir ça pour le salaire ou comment tu peux choisir ça pour le fonds de pension. Ou si tu l'as fait, je vois pas comment tu peux perdurer. Ben non. Je vois pas comment tu peux continuer ce métier-là. À travailler de nuit, à travailler la fin de semaine, à pas être avec tes enfants à Noël parce que tu dois travailler, d'être de garde, puis de te faire réveiller la nuit, puis de devoir répondre, puis de faire rentrer du staff ou de rentrer toi-même travailler, ou garde, ma dernière fin de semaine de garde, là, 2 fins de semaine, j'ai fait 30 heures en 2 jours. Tu sais, si tu fais ça pour l'argent ou pour le fonds de pension, ben je pense pas que tu continues puis que tu passes au travers de ça. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Il faut que tu aies le sentiment quand tu rentres chez toi puis que tu serres tes enfants dans tes bras, d'avoir le sentiment de devoir accompli puis d'avoir atteint ce que tu voulais faire dans ta journée puis dans ta semaine. Puis, dans le fond, c'est ce qui fait que tu te lèves à tous les matins pour aller travailler. Ça peut pas reposer là-dessus. Pas dans notre profession. Je suis 100% d'accord. Tu sais, la première fois de ta carrière que tu prends part à un gros dossier, là, que tu vois que tous les policiers sont impliqués, que tout le monde a un rôle à jouer, que le branle-bas de combat se met en charge, là, tu te rends compte que c'est là que tu le vois encore plus, que tout le monde répond à l'appel quand c'est sérieux. Puis les policiers, je pense qu'on est de plus en plus impliqués dans des choses que je suis surpris de faire. Dans le sens que, il y a eu les inondations, on a vécu ça. Moi, au premier là, j'étais impliqué, j'aidais les gens, puis j'ai jamais été formé pour ça. Là. Je veux dire, j'aidais du mieux que je pouvais, j'étais présent, puis le monde il oublie, il faut se rappeler de ça. Faut pas, surtout en plus que, il y a le phénomène qu'il arrive des événements aux États-Unis, il arrive des événements ailleurs dans le monde, puis moi, je me reconnais pas nécessairement dans cette police-là. On n'est pas des fous de la gâchette, on n'est pas tourné vers les armes à feu. Fait que, ça serait bon que les gens comprennent ça, qu'on a une police différente, qu'au Québec, on a une approche vraiment humaine. On fait 3 ans de cégep, on a la technique policière, on a des cours sur la gestion des émotions, l'approche avec les communautés ethniques, la sociologie. On a des cours à Nicolet. Nicolet veut vraiment nous inculquer des principes de politesse, de l'utilisation de la force, comme encadrer ça. Il faut que les gens se rappellent qu'on fait ce métier-là pour les bonnes raisons. Puis moi, je suis confiant, puis je vous écoute parler depuis tantôt. Je suis convaincu que dans votre tête aussi, les gens qui j'ai fait affaire, les gens qui ont appelé la police, là, qui ont eu besoin des policiers, là, ils sont contents du résultat qu'ils ont eu. Tu sais que c'est au-delà des constats qui ont pu être émis, des choses qui ont pu peut-être laisser un drôle d'ancrage dans la tête des gens.
quand on a aidé une victime, il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui a fait un 911, qui a rencontré des enquêteurs comme vous. Je suis convaincu que ces personnes-là, au fond de nous autres, on le sait, qui étaient satisfaits. Ben, on l'espère. Puis c'est ce qu'on vise, de satisfaire les gens qu'on rencontre, mais c'est sûr qu'une personne que tu vas y remettre un constat d'infraction ou que tu vas arrêter puis que tu vas intenter des procédures au criminel, il y a des bonnes chances que cette personne-là soit peut-être pas satisfaite du sort qu'elle a. Mais moi, j'ai toujours eu comme objectif, quand je rencontre, que ce soit une victime, un témoin ou même un suspect, que ça soit positif. Si je rencontre un suspect en entrevue de suspect suite à une arrestation, mon objectif a toujours été quand même d'avoir un crochet positif. De ne pas ressortir de la salle en chicane, mais de ressortir de la salle en disant, même si tu es un suspect, mais si à un moment donné tu as besoin de moi, là, ben je vais être là pour toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui je te rencontre comme suspect que je te respecte pas comme personne. Puis écoute, la meilleure anecdote que je peux te donner, c'est que là, 2 week-ends, quand j'étais rentré de garde la fin de semaine, j'ai été complètement surpris par ce qui m'est arrivé. On a passé 3 heures en rencontre avec un suspect. Puis quand on est sorti, il y avait 2 patrouilleurs qui étaient venus chercher la personne pour l'amener au poste de police à Sainte-Thérèse pour la détention, parce qu'on gardait la personne détenue. Puis écoute, sorti de nulle part, le suspect m'a fait un câlin en période COVID, imagine-toi. Il m'a pris dans ses bras, puis il m'a fait un câlin, puis il m'a dit merci. Je viens de t'arrêter, je viens de te rencontrer pendant 3 heures, je t'ai dit qu'on allait te détenir, on te transfère de poste pour t'en aller à Sainte-Thérèse. Mais malgré tout, cette personne-là me fait un câlin et me dit merci. C'est pour moi, j'ai atteint mon objectif à tous les niveaux, autant avec la victime, autant avec le suspect. Wow. Ben, Colin, je sais pas quoi vous dire de plus, les gars. Pour vrai, le métier d'enquêteur, je pense que les gens comprennent mieux qu'est-ce que ça implique. Je pense que vous faites un bon travail pour les bonnes raisons. C'est intéressant. C'est un métier qui est complexe. Moi, je vous vois vous casser la tête avec des dossiers. Vous en avez beaucoup en plus. Moi, en terminant, c'est ma dernière question. Comment vous composez avec le fait que vous devez repenser à vos dossiers quand vous allez chez vous le soir? Comment vous faites pour, le volet qu'on sous-estime? Moi, je me souviens, je repensais à ça. Puis, des fois, combien de dossiers vous avez pu avoir en même temps, vous occuper? Pour donner une idée aux gens là, que ça vous suit, ça continue, le puzzle continue à travailler. C'est un ajustement. Définitivement un ajustement. J'ai été nommé aux enquêtes en octobre. Puis là, je commence à être capable de faire un petit peu la séparation là, quand je reviens à la maison. Parce que les dossiers, on l'a dit un peu tantôt, mais il y a toujours un plaignant, une victime, il y a des témoins qui ont des attentes, puis même les suspects aussi qui ont certaines attentes envers notre travail. Puis notre but, c'est de répondre à ces besoins-là avec les moyens, les techniques qu'on a. Donc, il y a toujours une personne derrière un crime, il y a toujours quelqu'un qui a subi un préjudice. Donc, on arrive à la maison, c'est difficile de faire la coupure. Puis c'est des dossiers qui peuvent des fois durer plusieurs mois, donc s'échelonner sur plusieurs mois. Donc on va chercher de l'information au fur et à mesure. Puis des fois, ça m'est arrivé de me réveiller en plein milieu de la nuit, dire « Ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça, puis penser à mes dossiers, puis avoir de la difficulté à me rendormir. » Puis c'est pas nécessairement ça peut être des crimes contre les biens comme des crimes contre la personne. C'est sûr que quand il y a une notion de sécurité, ça devient encore plus important en fait, ça devient plus préoccupant. Ça va me suivre un peu plus, là, mais c'est quand même, je pense que c'est un ajustement. On a le volet professionnel, donc il faut être très à l'écoute des besoins, des attentes des gens qui sont impliqués dans nos dossiers. Mais c'est important aussi pour notre santé mentale, puis d'être capable d'être à la maison, puis même si on développe des trucs, finalement. Si j'ai une démarche qui me vient en tête, ben là, je l'écris. Puis, même la fin de semaine. Oui, je vais m'envoyer un courriel, dire OK, tel dossier, telle affaire, juste pour libérer. Donc, on développe des trucs un peu comme ça pour moins penser à nos dossiers quand on est en dehors, mais c'est un ajustement définitivement. Bien, c'est sûr que la plus grosse transition, c'est quand tu arrives aux enquêtes, peu importe d'où tu arrives. Moi, je suis arrivé de la prévention, mais Evan était arrivé de la gendarmerie. Tu as des choses qui te suivent dans tes autres fonctions quand même. Mais quand tu arrives aux enquêtes, c'est que tu as tous tes dossiers, puis tous tes dossiers te suivent tout le temps. Puis si tu n'es pas nécessairement habitué, au début surtout, tu n'as pas les automatismes, tu n'as pas les réflexes, Fait que quand tu arrives chez vous, puis tu as eu tes dossiers, tu as fait certaines actions au bureau, mais là, tu arrives chez vous, tu dis « Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. » Là, tu finis par te prendre des notes, tu notes ça, là, tu dors, tu te réveilles. Ouais, lui, « Ah oui, c'est vrai, je pourrais. » Fait que là, à un moment donné, tu finis par... Ouais.
Mais tu sais, c'est tout à différents niveaux selon les dossiers, mais Selon à un les moment donné, au personnalités. fil du temps, avec l'expérience, tu finis par avoir plus d'automatisme dans la gestion de tes dossiers. Mais encore une fois, ce qu'Evan dit, c'est quand tu as une personne que tu sens qui peut être en danger, ben, l'établissement des filets de sûreté, puis de rapidement pouvoir procéder à l'arrestation du suspect, c'est ce qui va venir te tranquilliser ou te calmer un peu plus, parce que c'est sûr que ça va te trotter dans la tête. Ben oui. Mais la même chose quand tu as un dossier important, que tu as une victime qui est venue se livrer à toi, puis c'est quelque chose de gros, puis c'est quelque chose d'émotif, puis tu sais, un enfant qui vient te raconter, qui vient t'expliquer qu'elle a été victime d'abus physiques ou d'abus sexuels, ben, ce que tu veux, c'est être capable d'y rendre justice. Tu veux être capable de faire ton enquête adéquatement, d'intenter des procédures, puis ça peut être un gros poids à porter parce que tu te mets beaucoup de pression dans la réussite de ton enquête. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent venir peser là, Pour beaucoup. Pour beaucoup, oui. C'est sûr qu'en plus, tu sais, Dieu sait que même si tu règles 10 dossiers, t'en as 10 autres qui s'en viennent. Hein. Le jour où tu comprends ça, tu fais comme ça continue sans arrêt. Il C'est va une toujours... vis sans fin. C'est une vis sans fin. Hein. Il va y avoir toujours d'autres choses. Il va toujours avoir un d'assigné de plus que même si tu règles les compliqués. Il y en a d'autres de compliqués. C'est quand même un poids qui est sous-estimé du volet enquête. Tu sais, les émissions de télé, ça me fait toujours rire quand je les vois. Oh mon Dieu, ils ont un dossier d'enquête. Puis là, ils enquêtent que ça pendant des semaines. Tu sais. Il n'y a pas eu d'autres meurtres dans la région. Il n'y a rien eu d'autre. Tu sais, fait que c'est quand même important. Mais pour vrai, je vous remercie. Vous êtes livrés. Vous avez été honnête. Vous avez été transparent. Puis honnêtement, le métier d'enquêteur, à vous écouter, ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est que le rôle de l'enquêteur, il est pas mal plus impliqué qu'on pense dans les gens qui ont été victimes de dossiers, de choses. Puis ça, c'est important de le rappeler aux gens que vous êtes un rouage essentiel au bon fonctionnement des opérations policières, puis qu'au fond, vous êtes en complémentarité avec les patrouilleurs, avec toutes les autres sphères du milieu policier, puis il fallait vous rencontrer pour le mentionner aussi. Puis il fallait qu'on explique aux gens aussi c'était quoi un mandat. Ça, c'était très important. Ouais. Mais je vous remercie d'avoir participé au podcast. Evan, Jonathan, c'était un honneur. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir, Eric. Puis si jamais tu veux porter la cravate un jour, tu te gênes pas. Oh, t'es fun. Merci d'avoir été avec nous. Pour écouter les épisodes en format audio, on vous invite à suivre les principales plateformes de podcast, soit Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts. Et pour le format vidéo, simplement suivre la page Facebook de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. C'est pour un 10-20. Merci.